À tous. Alors aujourd'hui on va parler d'un auteur aussi connu que méconnu, parce que son nom tout le monde le connaît, à tel point qu'il a même un adjectif qui a été constitué à partir de son nom, mais méconnu parce que en réalité cet adjectif caractérise extrêmement mal la doctrine philosophique de cet auteur. Cet auteur, c'est Nicolas Machiavel, philosophe florentin de la Renaissance, et il est notamment connu pour avoir publié un ouvrage intitulé Le Prince en 1513, qu'on pourrait définir comme une sorte de manuel à l'usage des gouvernants. La philosophie de Machiavel, c'est une philosophie essentiellement politique. Alors je dis essentiellement parce que on va voir qu'en réalité, sa philosophie n'est pas que politique, mais elle a une destination, elle a une vocation politique qui consiste à définir l'art de gouverner. L'art de gouverner, c'est vraiment ce qui définit le mieux la chose politique depuis l'Antiquité, c'est-à-dire l'art de gérer, l'art d'administrer la vie dans la cité, la vie dans la communauté. Et l'art de gouverner, selon Machiavel, on va voir qu'il sort un petit peu de l'ordinaire, ou en tout cas des normes politiques qui étaient en vigueur jusqu'à son époque. Alors je disais en introduction que cet auteur était méconnu du fait qu'on l'associait injustement à un adjectif machiavélique qui n'est pas représentatif de sa doctrine. Machiavélique, ça signifie qu'il fait preuve d'une intelligence malicieuse, d'une intelligence presque diabolique. Il y a l'idée d'une malveillance, il y a l'idée d'une mauvaise intention à la base du machiavélisme. Alors que, en réalité, chez Machiavel, il n'y a pas cette idée de perfidie, il n'y a pas cette idée de faire le mal pour faire le mal. Mais en revanche, il y a cette idée que, parfois, dans certains cas de figure, le mal peut être un instrument pour gouverner le peuple. Le mal peut être utilisé pour conserver le pouvoir. Et on va voir que c'est ça, le but ultime de Machiavel, c'est édifier une science, une technique et un art dont le but va être la conservation du pouvoir. Alors évidemment, je précise, toute ressemblance entre ce qui va être décrit dans cette vidéo et la réalité de la politique contemporaine, bien entendu, ne saurait être que fortuite. Il est évident que la philosophie de Machiavel n'a eu aucune influence sur les gouvernants depuis le XVe siècle. Et si j'utilise l'ironie, c'est justement parce que de nombreuses personnalités politiques ont reconnu que Machiavel était une référence dans la politique et que pour certains, Le Prince était même leur livre de chevet. Donc retenons déjà que l'influence de Machiavel sur la conception de la chose politique dans la modernité a été absolument déterminante, et elle a été d'autant plus déterminante qu'elle s'opposait strictement aux anciennes philosophies politiques, c'est-à-dire principalement aux philosophies politiques de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Machiavel, c'est vraiment le fondateur de la philosophie politique moderne, et si on devait déjà identifier une première idée maîtresse de la philosophie politique moderne, on pourrait dire que c'est le réalisme. Et qu'est-ce que j'appelle réalisme? Alors ici, je ne parle pas de réalisme au sens métaphysique. Il y a une doctrine qu'on appelle le réalisme qui consiste à dire que le monde est une réalité, et ça s'oppose à l'idéalisme qui consiste à dire que le monde n'est qu'une construction de l'esprit. Donc là, je parlerai pas de ce réalisme-là, je parle du réalisme au sens usuel en fait, c'est-à-dire la prise en compte de la réalité, l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Et toute la philosophie de Machiavel est basée sur ce postulat réaliste qui consiste à dire qu'on ne doit pas considérer les citoyens comme on voudrait qu'ils soient, on doit les considérer comme ce qu'ils sont. On doit partir de ce qu'ils sont et on ne doit pas vouloir les changer, on ne doit pas vouloir les transformer en quelque chose qu'ils ne sont pas. Et ce réalisme, il repose sur une certaine conception de l'homme. Et cette vision de l'homme, elle consiste à dire que nous sommes incapables de bien. C'était l'idée de Pascal, l'homme est incapable de bien et de vrai. Nous sommes incapables de faire le bien, parce que nous ne sommes pas mus par l'amour de l'autre, nous sommes mus par l'amour de nous-mêmes, nous sommes mus par l'intérêt, par l'égoïsme. Donc on aura beau nous ériger des modèles de vertu, des modèles de conduite, on aura beau promouvoir la morale et la religion, en réalité, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que l'homme est incapable de s'élever vers le bien, et ça ne sert à rien d'attendre de l'homme quelque chose dont il n'est pas capable. C'est ça le réalisme de Machiavel, c'est la prise en compte factuelle de la condition humaine et du comportement humain, c'est ce qu'on pourrait appeler une anthropologie, c'est-à-dire une conception de la nature humaine, qui consiste à accepter l'égoïsme fondamental de l'être humain et de s'appuyer là-dessus pour gouverner le peuple.
Voilà l'idée. S'appuyer sur les vices de l'homme pour le gouverner. Donc vous voyez que le réalisme de Machiavel s'accompagne inévitablement d'un pragmatisme. Le pragmatisme, c'est l'idée que c'est le résultat qui compte. C'est l'effet produit qui compte. Ce ne sont pas les principes, ce ne sont pas les valeurs idéales qu'on place en amont de nos actions, c'est le résultat dans la pratique. Or, si l'objectif de la politique, c'est de gouverner, si c'est bien l'art du gouvernement de la cité, eh bien il faut commencer par partir de la réalité. La réalité, c'est l'incapacité de l'homme au bien. La réalité, c'est l'égoïsme structurel de l'homme, c'est son penchant au vice, son penchant aux passions, et puisque l'homme est ainsi fait, il faut l'exploiter, il faut s'appuyer dessus pour pouvoir le gouverner. Le but, c'est de conserver le pouvoir, donc on fera tout pour conserver le pouvoir, et on acceptera de regarder la réalité en face, parce que ça nous donnera les moyens de contrôler le peuple. Alors, pour bien vous montrer en quoi cette conception est totalement révolutionnaire pour l'époque, on est au XVe et XVIe siècle, je vais prendre deux exemples, un premier exemple issu de l'Antiquité et un deuxième exemple du Moyen-Âge. Le premier exemple, c'est la République de Platon. Platon, un auteur du 5e siècle avant Jésus-Christ, a écrit un ouvrage de philosophie politique qui s'appelle La République, et dans lequel il expose ce que seraient les fondements d'une société idéale. Alors je sais pour les puristes que Platon n'emploie pas l'expression de cité idéale, il emploie l'expression de Callipolis, c'est-à-dire la belle cité. La belle cité, c'est la cité vertueuse, c'est la cité harmonieuse. C'est à la fois la cité qui est fonctionnelle, mais qui est aussi en accord avec le bien, en accord avec l'idée du bien, les principes du bien. Donc c'est pour ça que si vous lisez la République de Platon, vous allez trouver tout un tas de développements sur la vertu, sur la morale, sur la nature du bien, parce que pour Platon, à l'époque, il n'est même pas envisageable de séparer la politique de la morale. On ne peut pas séparer la politique de la vertu, puisque précisément la fonction de la République, la fonction du régime politique qui administre la vie dans la cité, son principe même, c'est de guider le peuple vers le bien. Donc vous voyez ici que la cité de Platon, elle est orientée vers le bien, elle est orientée vers la poursuite du bien, et on pourrait même aller plus loin en disant que la cité a la vocation à faire advenir l'idée du bien sur Terre. La République a la vocation à matérialiser le bien de telle sorte que le bien idéal, le bien abstrait, soit représenté sur Terre par l'intermédiaire de la société. Donc retenez bien ça, le projet politique de Platon, il est inséparable de l'idée que la politique est faite pour guider vers le bien. Maintenant, je vais prendre un deuxième exemple, c'est l'exemple de Saint Augustin. Alors Saint Augustin, cette fois-ci on est au 5e siècle après Jésus-Christ. Saint Augustin a écrit un ouvrage qui s'appelle La Cité de Dieu, dans lequel il décrit deux types de sociétés totalement opposés. Le premier type de société, c'est la société qui serait guidée par l'amour de soi, c'est-à-dire par l'égoïsme, donc dans l'esprit de Saint Augustin par le vice, et une société qui serait fondée sur l'amour de Dieu. Et ça, évidemment, pour Saint Augustin, c'est l'idéal politique. Quel est le but, selon Saint Augustin, de la société? Eh bien, c'est tout simplement de sauver les âmes. C'est de sauver les âmes, parce que si le but de la société, c'est de créer le milieu, l'environnement, qui va faire que les hommes vont s'élever à Dieu, dans ce cas-là, la finalité, c'est que tous les êtres humains aillent au paradis. Ça paraît idiot, mais c'est vraiment ça l'idée. Puisque dans une société religieuse, les principes qui gouvernent, ce sont les principes divins. Et les principes divins, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que la vie sur Terre n'est qu'un passage. Ils nous disent que ce qui a vraiment de la valeur, ce qui a vraiment du sens, c'est la vie éternelle, c'est ce qu'il y aura après la vie terrestre. Et comment est-ce qu'on accède à cette vie éternelle? En se comportant dans notre vie terrestre, en suivant les principes de Dieu, c'est-à-dire en suivant les principes du bien. Donc ici encore, on est dans une conception de la politique qui n'est pas dissociable de l'idée du bien, qui n'est pas dissociable d'un idéal moral, philosophique et religieux, qui va constituer, pour ainsi dire, la clé de voûte du système politique. Donc là, je pense que vous voyez clairement où se situe la rupture dans la conception politique de Machiavel. C'est ce qu'on pourrait appeler une rupture épistémologique, c'est-à-dire un renversement dans la conception du monde, un renversement de paradigme. Un renversement de paradigme, ça veut dire qu'on se situe littéralement dans un autre monde, dans un monde où l'idée du bien n'est plus quelque chose d'incontournable, dans lequel l'idée du bien n'est qu'une option parmi d'autres, mais dans lequel en tout cas il ne faut surtout pas faire de cette idée du bien le socle de la décision politique, le socle de l'art de gouverner, surtout pas.
Surtout pas parce que c'est une entreprise vaine, c'est une entreprise qui n'est pas conforme à la nature humaine, et donc c'est une entreprise qui est vouée à l'échec, c'est une entreprise qui est vouée à l'autodestruction. Donc si le but de la politique, c'est d'obtenir et de conserver le pouvoir, on ne peut certainement pas baser l'action politique sur des bases aussi fragiles que la tendance des hommes à aller vers le bien, que la tendance des hommes à être vertueux, que la tendance des hommes à suivre les commandements divins. C'est pas possible. C'est pas possible parce que ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas, donc inutile d'essayer, inutile de s'accrocher à une illusion. C'est ça le réalisme politique de Machiavel. Alors ici, j'aimerais faire une petite parenthèse sur le contexte, et notamment sur le contexte historique, c'est-à-dire, on est avec Machiavel à la Renaissance, on est plus largement dans ce qu'on appelle la modernité, et la modernité, c'est vraiment le moment où on va totalement changer de point de vue sur l'homme, transformer la conception qu'on a de la nature humaine, et se diriger vers ce que certains ont appelé un pessimisme anthropologique. Le pessimisme anthropologique, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la vision de la nature humaine qu'a Machiavel, c'est l'idée qu'on ne peut rien attendre de l'homme, c'est l'idée que l'homme est d'abord gouverné par la recherche de son intérêt égoïste, il est gouverné par ses pulsions et ses sentiments, et que ça ne sert à rien de faire semblant, ça ne sert à rien de se voiler la face, et de vouloir que l'homme soit autre chose que ce qu'il est. On ne va pas se leurrer, on ne va pas s'illusionner sur la nature humaine, on constate et on accepte que l'homme est égoïste, on accepte la réalité de ce qu'il est, et on l'utilise à notre avantage. C'est vraiment ça l'idée à retenir. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler ici un opportunisme politique. Opportunisme qui va consister à tirer profit des vices, alors même que les vices étaient autrefois considérés comme un obstacle à la politique. Donc on est vraiment comme au judo, c'est-à-dire qu'on va récupérer, recycler la force de l'autre à notre profit. Et pour terminer là-dessus, donc, parmi les auteurs qui ont repris à leur compte ce pessimisme anthropologique, ou ce réalisme anthropologique, ça dépend des points de vue, on pourra citer Thomas Hobbes, un philosophe anglais du XVIIe siècle, qui justement utilise la même méthodologie dans son ouvrage Léviathan, c'est-à-dire qu'il commence par se livrer à une petite analyse de la nature humaine, pour finalement se rendre compte que la seule chose qui peut faire que l'homme va se comporter correctement, c'est la peur de la mort. C'est l'idée que nous sommes tous d'intarissables égoïstes, que nous sommes tous en train de nous entretuer en permanence pour prendre au voisin ce qu'il a et que nous n'avons pas, parce que nous sommes jaloux, parce que nous sommes possessifs, parce que nous voulons renvoyer une image avantageuse de nous, et c'est seulement parce que l'homme, à force de s'entretuer, a développé une angoisse de la mort, qu'il a décidé de remettre son pouvoir à l'État pour qu'il le protège. Voilà, c'est ça vraiment le fondement anthropologique de la doctrine de Hobbes, c'est l'idée qu'il faut tenir compte de la nature humaine, prendre en compte l'égoïsme de l'homme, et s'appuyer sur cet égoïsme, s'appuyer sur cette nature humaine, pour le gouverner. Et donc pour Machiavel, c'est exactement la même chose. Il ne s'agit pas de dire au peuple ce qu'il doit être, il s'agit de comprendre ce que le peuple est pour pouvoir le gouverner. Et de la même façon, le peuple, on ne va pas s'intéresser à ce qu'il doit vouloir ou à ce qu'il devrait vouloir, on va s'intéresser à ce qu'il veut réellement. Parce que pour gouverner un peuple, il faut savoir ce que veut le peuple, il faut lui donner ce qu'il veut. Il faut lui donner ce qu'il veut, ou en tout cas, il faut lui en donner l'impression. Parce que pour Machiavel, on n'est pas tenu de dire la vérité au peuple. On n'est pas tenu d'être juste envers le peuple. Pour Machiavel, on est tenu de garder le pouvoir. Selon Machiavel, l'être humain réagit d'abord aux apparences. Il ne réagit pas à la réalité, l'être humain. Il ne réagit pas de manière rationnelle. Il réagit à l'affect. Il réagit aux sentiments. Il réagit aux apparences. Donc le bon gouvernant n'est pas celui qui va donner au peuple ce qu'il veut. Le bon gouvernant est celui qui va réussir à faire croire au peuple qu'il lui donne ce qu'il veut. Le bon gouvernant, c'est un illusionniste. Le bon gouvernant, c'est celui qui maîtrise l'art des apparences. Parce que ce sont les apparences qui ont un impact sur nous, parce que nous réagissons d'abord aux apparences, nous réagissons d'abord aux impressions. La plupart de nos opinions sont construites sur des apparences, sont construites sur des faux semblants, sont construites sur des illusions. Et quel est le matériau du gouvernement, sinon l'opinion? Quel meilleur moyen de contrôler un peuple que de s'appuyer sur ses opinions. L'opinion du peuple, c'est la donnée fondamentale à partir de laquelle les gouvernants vont pouvoir organiser la domination du peuple. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Machiavel s'est beaucoup intéressé à la psychologie humaine, et notamment à ce qu'on appelait autrefois les humeurs. Et les humeurs, ça désignait les fluides corporels qui influençaient nos émotions et notre tempérament. Et donc si l'être humain fonctionne à l'humeur, si l'être humain fonctionne aux émotions et aux sentiments, à ce moment-là, il n'a pas besoin de donner au peuple ce qu'il veut.
Il y a simplement besoin de lui faire croire qu'on lui donne ce qu'il veut, de lui faire croire qu'on est juste, de lui faire croire qu'on veut son bien. Il n'y a pas besoin d'agir effectivement dans le sens de l'intérêt du peuple, il y a simplement besoin que le peuple soit persuadé que le gouvernant agit selon ses intérêts. C'est tout ce qui compte. Le reste, ce serait de la vertu mal placée. Et un gouvernant n'a pas le temps de se laisser bercer de chimères. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de s'encombrer avec ce genre de choses, il n'a pas le temps de s'encombrer avec la morale, parce que son but, ce n'est pas de guider le peuple vers le bien, son but c'est de le gouverner. Alors c'est là qu'on en arrive aux deux principaux leviers que Machiavel va identifier pour réussir à se faire obéir du peuple. Le premier levier, c'est celui de la sympathie. Le deuxième levier, c'est celui de la crainte. Donc on retrouve là les ressorts habituels du comportement humain, c'est-à-dire l'amour et la peur. Donc la sympathie, c'est-à-dire aimer le peuple et en être aimé, ou plus exactement, vous l'aurez compris, lui donner l'impression qu'on l'aime pour en être aimé, mais également être craint par le peuple, et d'ailleurs Machiavel précise bien que des deux leviers, l'amour et la peur, c'est la peur qui est le plus solide. Être craint, c'est plus efficace qu'être aimé, parce qu'il n'y a rien de plus puissant en l'homme que la peur de la mort. Et face à la peur de la mort, il n'y a plus aucun amour qui tient. Donc pour Machiavel, nous ne sommes pas des héros, nous ne sommes pas aptes au sacrifice. Ça, ce sont des cas marginaux, des cas exceptionnels, sur lesquels on ne peut pas fonder une action politique. C'est pas possible de se baser sur des cas aussi minoritaires pour construire les fondations de la cité. Donc puisque les êtres humains ont peur de la mort, il faut savoir jouer sur leur peur pour pouvoir les conformer, pour pouvoir les rendre dociles et obéissants. Parce que vous trouverez beaucoup de personnes qui accepteront de faire quelque chose par amour, mais vous en trouverez encore plus qui accepteront de faire la même chose par crainte. Donc là, j'insisterai simplement sur cette idée que vous avez maintenant, je pense, bien intégrée, qui est que la morale, c'était pas un problème pour Machiavel. C'est pas un problème. C'est pas la mauvaise conscience qui l'étouffe, qu'on soit bien clair. Il faut vraiment intégrer cette idée-là parce que sinon, on va parler dans le vent. Comprendre que la politique, selon Machiavel, c'est totalement indépendant de la morale. Ça signifie que si dans une certaine situation, la morale est utile pour gouverner le peuple, à ce moment-là, on fera le choix de la morale. Mais si dans une autre situation, c'est l'immoralité qui peut servir à gouverner les hommes, on ira dans l'immoralité. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de jugement a priori sur la nature du bien et la nature du mal chez Machiavel. Il y a un point de vue pragmatique, une approche rationnelle, qui consiste à se demander quelle est la stratégie la plus efficace. Quel est le moyen le plus efficace d'augmenter notre emprise sur le peuple? C'est ça la seule question. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est pour ça qu'on parle d'un réalisme politique et d'un pragmatisme politique, parce qu'on a totalement évacué la notion même de transcendance. Il n'y a plus de transcendance dans l'état de Machiavel. Il n'y a plus de transcendance parce qu'il n'y a plus d'échelle de valeur. Il n'y a plus d'idée du bien. Donc s'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Et s'il n'y a ni bien ni mal, il n'y a aucun obstacle. Il n'y a aucun empêchement à l'action du gouvernant, il n'y a aucune contrainte, si ce n'est celle de l'efficacité, si ce n'est celle du résultat qu'on souhaite obtenir. C'est ça le critère de l'action politique chez Machiavel. C'est l'efficacité. L'efficacité en termes de conservation et de consolidation du pouvoir. Donc il est faux de dire que la philosophie de Machiavel est un immoralisme. Ce n'est pas un immoralisme, c'est un amoralisme. C'est une doctrine qui se passe de la morale, c'est une doctrine qui évacue la question morale, et non pas une doctrine qui chercherait à s'opposer systématiquement à la morale. C'est très différent. On a presque ici ce que j'appellerais un proto-utilitarisme, un utilitarisme avant l'heure. Un utilitarisme avant l'heure parce qu'on évalue une action, on juge sa valeur, non pas à partir des principes qui la motivent, mais des résultats qu'elle engendre. C'est ça le critère d'évaluation morale chez les utilitaristes. C'est le résultat en termes de bonheur produit. Bon, avec Machiavel, c'est pas la quantité de bonheur qui compte, c'est la quantité de pouvoir. Tout simplement. Donc on ne conseille pas aux gouvernants de faire le mal pour faire le mal. On conseille aux gouvernants de faire le mal quand ça peut avoir un résultat positif sur la consolidation de son pouvoir. Donc il n'y a pas de bien ou de mal en soi, il n'y a pas de bien ou de mal avec une majuscule. Il y a des moyens pour atteindre un but qui est conservation et consolidation du pouvoir. Alors là, ça peut être le moment de vous lire un petit extrait d'un texte de Machiavel, un extrait qui va vous donner une idée assez nette de la pensée de Machiavel sur justement cette absence de distinction entre le bien et le mal. Cette idée que le bien et le mal ne sont que des moyens pour atteindre un but.
Un prince bien avisé ne doit point accomplir sa promesse lorsque cet accomplissement lui serait nuisible, et que les raisons qui l'ont déterminé à promettre n'existent plus. Il ne serait pas bon, sans doute, si les hommes étaient tous gens de bien. Mais comme ils sont méchants, et qu'assurément ils ne vous tiendraient point leur parole, pourquoi devriez-vous tenir la vôtre? Ce qui est absolument nécessaire, c'est de savoir bien déguiser cette nature de renard, et de posséder parfaitement l'art de simuler et de dissimuler. On doit bien comprendre qu'il n'est pas possible à un prince d'observer dans sa conduite tout ce qui fait que les hommes sont réputés gens de bien, et qu'il est souvent obligé, pour maintenir l'État, d'agir contre l'humanité, contre la charité, contre la religion même. Il faut donc qu'il ait l'esprit assez flexible pour se tourner à toute chose, selon que le vent et les accidents de la fortune le commandent. Il faut, comme je l'ai dit, que tant qu'il le peut, il ne s'écarte pas de la voie du bien, mais qu'au besoin, il sache entrer dans celle du mal. Voilà, donc on a un texte totalement explicite sur le pragmatisme politique de Machiavel, sur l'absence de référence à une entité morale ou à une autorité divine. C'est l'exposé absolument clair de l'opportunisme moral dont le gouvernant doit devenir un maître s'il veut conserver son pouvoir. Alors vous remarquez le champ lexical qui est assez intéressant. Machiavel dit que le dirigeant doit se montrer suffisamment flexible. Flexible signifiant ici qu'il doit savoir fermer les yeux sur le mal, fermer les yeux sur ce que la morale réprouve, fermer les yeux sur le vice. Et c'est assez drôle de relever un terme comme celui-ci qui se veut totalement neutre, justement parce que la démarche de Machiavel se veut moralement neutre, se veut axiologiquement neutre. Parce qu'encore une fois, on ne gouverne bien les hommes que quand on comprend ce que sont les hommes. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, la plupart des hommes ne tiennent pas leurs promesses. Donc pourquoi le gouvernant devrait tenir ses promesses? Voyez cette conception de la nature humaine qui va complètement conditionner la doctrine politique de Machiavel. Complètement. Ce qui compte, c'est le résultat en termes de conservation du pouvoir. Et c'est ce qui fait qu'on pourrait s'intéresser, pour conclure cette vidéo, sur cette question très simple. Est-ce que finalement, en voulant disqualifier toutes les valeurs morales, toutes les valeurs transcendantes, est-ce que Machiavel n'a pas simplement opéré un transfert de sacralité? Est-ce que le sacré n'est pas passé de la morale à l'État, de la morale à la politique? Est-ce qu'au final, cette raison d'État n'a pas supplanté par anticipation la raison morale de Kant au XVIIIe siècle? Et si c'est le cas, ça pose une autre question qui est de savoir, est-ce que la raison d'État est compatible avec la raison du peuple? Est-ce que la raison du pouvoir peut s'articuler à la raison citoyenne? Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question sur laquelle on aura tous une opinion. Mais l'avantage dans cette histoire, c'est que, en produisant ce petit manuel à l'usage des gouvernants, Machiavel a simultanément produit un manuel de compréhension des gouvernants. Un manuel à la disposition des citoyens pour comprendre comment les gouvernants nous dirigent. Peut-être que, sans même le vouloir, Machiavel a fait la même chose que la Boétie lorsqu'il écrivait son traité sur la servitude volontaire, c'est-à-dire nous donner les outils de compréhension et d'action qui nous permettraient de nous émanciper. D'une certaine manière, est-ce que Machiavel n'a pas offert aux citoyens le cadeau de la prise de conscience de soi? Est-ce qu'il ne nous a pas offert le moyen de comprendre ce que nous représentons pour nos dirigeants? Est-ce que, pour reprendre l'idée hegelienne, nos gouvernants ne tireraient pas leur pouvoir des gouvernés? Est-ce que les gouvernants existeraient encore sans les gouverner pour leur obéir? C'est une question à laquelle je vous laisserai bien entendu répondre pour vous-même. J'espère en tout cas que cet exposé vous aura dans la wax tey benn affaire boo xam ne waxoon nañ ma ko vérifié naa ko jàpp naa ne looloo jox fit Macky Sall mooy le côté mystique. gis nga dafa yegg ci nguur, gis nga nguur nag ñu ko fi ñàkk ñëpp suñ yeggee ci nguur dootoo gëm peuple bi la kii woon, dañ lay ne diwoo ko gisoon, diwoo ko gawaxoon, diwoo ci aay. côté mystique nag daf cee yegg ci ñu ne ko boo yeggee Israël ca rabbin ya bañ defal la foofa seen xërëm yooyu, bu boobaa boo demee kenn dootu la mënal dara. gis nga mbaxana mu ñuul mële nga gis ministre des affaires étrangères, xam nga mooy lan? xam nga fleur yi lay posé, loolu mooy ko la laal de
bii mooy ku la laal dee kaay ma ubbi la léegi ancien testament won la ko suñ génnee léegi ma ubbi la ancien testament won la ko Talmud bii mooy ku la laal dee loolu lañ koy defee allahu akbar beneen bi mooy buñ sol mbaxana mu weex mi suñ ñu ko mënee woon léegi bii dañ ko ne kii moo gën a foor kaaba gi su demee ba fii mur de lamentation bi bu fa taxawee sol mbaxana mu weex mi su fa ñaanee su waxee ne na nga toog ci nguur da nga toog ci nguur lii c'est mystique xam nga ni lii c'est pas diplomatique xam nga lii du mission diplomatique lii c'est mystique en tout cas haute trahison lii c'est pas diplomatique léegi nag gëm le côté mystique moo tax ñu ne ko defal lu la neex ku la laal dee te loo yootu am ko te foofu nga dem moo gën a for kaaba gi man nag yàlla daf ma dimbale on verra maa ngi sant yàlla su fekkoon lii avisé wu ma ko woon man ak moom ak Hadjibou Soumaré ci avion li ko noonu danaa wax ne dinaa ci amanteeg sama borom waaye dañoo ànd président Wade moom moo demandé puisque président Wade dafa soxlawoon affaire yu pétrole ñu toog ci palais ba di ci discuter mu ne ma dama bëggoon nga jàppale ànd ak yow ak Aziz Sow ngeen dem Algérie ma ne ko d'accord Macky Sall ne ma déedéet man ngay àndal ndax dégg naa ni ngay efficace ak ni nga xamee gars yi léegi nag man damaa bëgg a réussir sa mission ma ne ko des na ci yéen man facilitateur rek laa bokkuma ci appareil bi mën na ma li ci des maa koy dox bi may dem ma jógee Sénégal man ak Hadjibou Soumaré ñu fekk Macky Sall Paris mu ñëw ñu jël avion bi Air France war a dem Téhéran biñ duggee maa ngi téye sama kaamil mi ngi téye la franc-maçonnerie le nul bi mu ko téyee ma ne ko PM daal di bokkoo ci mu ne ma non mais c'est quoi ma ne ko c'est être juif sans lettre puisque pour être juif c'est biologique sans lettre nag il faut être maçonnique la ñuy def ci ay xiram ak ci ay ñaan ak lañ gëm ak seen chef yeeg seen yéen ñuy séddale yépp ma ne ko nag li tax mu cosaanu ba ñun ñu mun cee xam dara mooy dañ koo évoqué woon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dafa toog daal di ne Souleymane yonent bi yàlla ba ñu ne yée kii gannaaw xam na Souleymane kon xam na li mun a yéegal nit ak li ko mun a jox di chef ak li ko mun a yéegal Salomon Souleymane moo munoon loolu Salomon alquran ne wa ma kafara Souleymane walakin ash-shayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihra mu ne Souleymane mos ta dugg ci mbirum xiram mos ta dugg ci côté mystique yooyu ngeen di wax mos ta dugg ci jabar yooyu ngeen wax ñu ko waroon nag entourage am mu amoon ay démons yoo xam ni ñoo amoon pratique boobu ma ne ko moo tax soo ci suñ lay xëcc di la dugal ci maçonnerie wala ñu lay dugal ci leneen dañ lay gëmloo ne am na luñ mun nañ la cee war nag loo xam ne mun na laa jaaxal waaye du dara ci ko xam ne yàlla mooy joxe yàlla nag danay jox nit lum foogutoon doon dénk fexe leen seen doole la vérité fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais seen patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paye mooy ki leen di jëmale kanam peuple boobu nag mënu leen koo nax gënu leen ko muus dàqu leen koo jàng ëpp leen ko information bu ngeen toppee ci yoon wi nga xam ne mooy la ligne des masses vous allez le trouver avec vous Macky dafa jaay ñaar dafa jaay santam dafa jaay réew mi lu mu sant akay Macky dafa am benn waay boo xam ne dafa wax ne pour nga am réew di ko doxalee nim la am na benn téere bum lay takkal téere boobu nag mu ne ñaari pàcc la mu ne nag moom dana jënd téere ba takk ko dana am nguur ga dootul jeex xam nga waajam déedéet Yabel la sant delluwaatal ci sant bi président waa ji Yabel la sant Yabel waaw waaye boppu téere bi boppu tur yi ñoom moom ak Macky ko bokk kon Machiavel la mu mel ni Machiavel dafa bind ne
bind la bâton et la carotte ne ñii dang leen di mosal ñi lay yaakaar te naan yaa baax yaa fi gën ñële nga dóor leen tëj leen xupp leen ay ragal lañ ñu commencé di ragal naan hé kii nag dafa sévère kii nag bokkut ak la fi amoon kon booyee boo ngeen sëgg kon booyee boo ngeen daw kii nag moom boo waxee rek ñaare sax il s'énerve su ko defee nag Machiavel ko ne meral dégg nga ñàngalal Abdou Diouf daan na ko wax daan na wax ne ma yoxamal wala ma dangal ñu ne ko da yoxamal xam nañ ne yoxamal mooy defar réew puisque réew mi moomoo ko sa baay juru ko sa yaay juru ko keneen moomu ko ñëpp a ko bokk ku nekk portion ba nga amee yaa ko amee responsabilité koy liggéey su ko defee nag bu boobaa boo ci taxawee moom nag ba mu bàyyee santam wa ba sant Yavel la jàpp ne bâton rek moo ko mun a may wala carotte mi ngi séddale xaalis yu musta am et en même temps mi ngi taxaw di tëj ñoo xam ne dara taxul mu tëj leen lu mooy opposant yu ko mat opposant la loolu Machiavel la jaay réew mi nag ci lay ñëw jaay réew mi barke démb laa jógee France bi ma fa demee ma dem Champs-Élysées porte drapeau yooyu yëpp ñu ne ma fi yëpp drapeau yi Sénégal lañ fi defoon c'était une première président yu mag yu xëy na Inde wala yeneen lañ koy defal waaye tiers monde musta am ñu ne ma nag métro yeeg ñëpp rek barkeeb Machiavel rek la ñuy waate ñoom ñëpp barkeeb Machiavel nee nañ moo sauvé seeni société ma ne waaw yow sa société tuux nga seetaan leen jël 56 milliards dem di ko sotti ji ci ay jàmbur ah 560 milliards dem di ko sotti ci ay jàmbur waay bu fexe woon bañ defal ko fii drapeau ne moo ñu sauvé beneen société def ko fa la gënoon a rafet muy dem di ko defi ci ay métro ñooñu di génn di ko baax